En Ukraine, plus d'1 million de personnes se retrouvent dans le noir, sans le courant. Oui, comme en Afrique. Enfin, pas comme en Afrique, mais vous savez comment ça se passe. Et ce n'est pas agréable du tout. There are so many victims, so many houses ruined. People have nowhere to live, nowhere to sleep. It's cold. La Russie a commencé des frappes comme jamais dans le passé. Ils sont précisément en train de cibler les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Ils ont détruit la moitié de la capacité énergétique ukrainienne en ce moment-ci. Les Ukrainiens sont donc, pour l'instant, en incapacité de savoir ce qui va se passer pendant que l'hiver approche très vite. Et quand l'hiver arrive et qu'il n'y a pas d'électricité, c'est-à-dire pas de chauffage, pas de télévision, pas de communication, et à un moment aussi froid de guerre, c'est-à-dire pas de paix. Pas de paix, c'est-à-dire pas de motivation, c'est-à-dire pas de courage de faire la guerre. En Ukraine, plus d'1 million de personnes se retrouvent dans le noir après que la Russie ait attaqué le réseau d'électricité du pays. Vladimir Poutine a déclaré que des dizaines de missiles et des drones avaient été utilisés pour détruire complètement ces infrastructures. Nous avons mené une frappe avec 90 missiles, 100 drones, 117 cibles ont été touchées. Je le répète une nouvelle fois, ces frappes sont en réponse aux attaques continues sur le territoire russe par les missiles américains. Il y aura toujours une riposte russe à ces attaques. C'est-à-dire ces frappes sur les infrastructures énergétiques sont une réponse aux frappes des missiles à longue distance utilisés par les Ukrainiens dans le territoire russe. Et si les frappes se poursuivent sur le territoire de la Fédération de Russie, comme je l'ai déjà dit, nous répondrons en particulier en continuant à tester le missile Oreshnik en situation de combat comme le 21 novembre et le ministère russe de la Défense et l'état-major de l'armée russe sélectionnent des cibles à frapper. Et ça peut être des sites militaires, des sites industriels ou des centres de prise de décision à Kiev, d'autant plus que le régime de Kiev a répété à plusieurs reprises vouloir effectuer des frappes en profondeur sur le territoire russe, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. La production en série du missile Oreshnik a été lancée, mais encore une fois, les cibles seront sélectionnés en fonction du caractère et des menaces qui auront été créées pour la Fédération de Russie. Chers collègues. C'est-à-dire, M. Poutine va se servir, vous savez, le dernier missile qui a frappé dans l'Ukraine. Ouais, missile à Mach 10. Il dit, vous n'avez pas de défense par rapport à ça. L'Oreshnik n'a pas d'équivalent dans le monde et je pense que de tels équivalents ne seront pas visibles prochainement. M. Poutine dit clairement, nous n'avons pas impérativement besoin de vous frapper avec une bombe nucléaire. Nous pouvons vous désamortir avec des missiles tels que celui-ci dont vous ne connaissez pas. Et à part cela, nous avons aussi d'autres missiles en engagement, d'autres missiles en développement que vous ne connaissez pas. Ça, c'était une surprise pour vous rappeler que nous avons des capacités que vous ne connaissez pas, si vous pensiez nous connaître. Apparemment, les amis, l'Ukraine n'a pas les moyens de se défendre. D'après un expert ukrainien dans la guerre, qu'elle perdra si elle continue comme elle le fait actuellement. Ceci a été dit, pas par moi, mais par l'ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Donc nous atteignons un niveau très intéressant de cette guerre où les choses changent complètement. Ici, comme jamais dans le passé, les responsables ukrainiens qui reconnaissent leur insuffisance, leur incapacité. Donc si les choses continuent telles qu'elles sont, l'Ukraine perdra cette guerre. Ils ont donc besoin d'aide, de soutien. Et il est évident que les missiles qui leur ont été conférés ne sont pas assez suffisants pour protéger l'Ukraine face à la force russe qui se représente. Pour être honnête, les Ukrainiens ont fait beaucoup d'efforts dans cette guerre pour essayer de récupérer leur territoire. Dans une guerre où beaucoup pensent que c'est une guerre existentielle pour les Ukrainiens, ils se sont présentés en héros. Parce que parmi eux, il n'y avait pas seulement des militaires, il y avait aussi des civils, il y avait des réservistes qui ont été pris, certains de force, pour aller combattre pour leur patrie. Ils ont résisté. Bien qu'il en soit, je pense qu'il est essentiel de dire que beaucoup de militaires vont à l'armée et vont au front. Pas parce qu'ils comprennent ce qui se passe, mais parce que quelqu'un leur a dit de le faire. Et dans l'armée, on fait ce qu'on te dit de faire. Si on te dit qu'il faut sauter, on ne peut que sauter sans vraiment réfléchir.
Donc, à tort ou à raison, ces jeunes Ukrainiens ont fait preuve de beaucoup de résistance. S'il fallait résister face à l'armée russe, qui est de loin beaucoup plus avancée. Mais aussi, il faudrait tenir en compte que l'Ukraine a reçu beaucoup d'aide. De l'aide venant de l'Europe, de plusieurs pays. Sur le plan militaire, sur le plan financier. On a donné des milliards de dollars. Des dizaines de milliards de dollars, si pas des centaines jusque-là. Dépendamment de quelle source vous tenez. Pour résister aux Russes. Mais cela, évidemment, n'a pas été suffisant. On a donné à hauteur du GDP ukrainien, plus que le GDP ukrainien, pour que l'Ukraine puisse continuer de vivre, de survivre, sans lequel ça aurait été impossible de résister à la force russe. Ces Ukrainiens, autant ils ont fourni beaucoup d'efforts, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas se lancer dans une guerre simplement parce qu'on est militaire ou parce qu'il faut obéir aux ordres. C'est vrai, quel choix a-t-on? Vous refusez les ordres supérieurs, vous serez certainement exécuté pour trahison. Mais ce qui est important ici, comme Trump l'avait dit précédemment, il ne veut plus que les gens meurent. Je veux que tout le monde arrête de mourir. Ils meurent. Les Russes et les Ukrainiens. Je voulais arrêter le temps, et je le ferai. Je le ferai en 24 heures. C'est ça l'importance. On ne veut plus voir des gens mourir. C'est ça la vraie question. Il ne s'agit plus ici d'une question de souveraineté. Il s'agit ici question de résonance, de réflexion et de logique. Est-ce que les intérêts de l'Ukraine sont vraiment en danger ou les intérêts européens sont en danger? Point d'interrogation. La Russie a perdu plus de 48 000 soldats dans cette guerre et 3 milliards de dollars d'équipements militaires en novembre, selon le ministre de la Défense ukrainienne. Voilà l'estimation ukrainienne. Les Russes ont perdu 46 000 soldats seulement en ce mois de novembre. 46 000 soldats et 3 milliards de dollars d'équipements détruits en Ukraine. Alors, est-il en train de raconter des bobards? A-t-il des raisons de le faire? Oui, bien sûr. Mais est-il vraiment en train de raconter des bobards? Pas essentiellement, parce qu'en guerre, il n'y a pas toujours le faible qui perd, s'il y a un faible. En guerre, le fort et le faible perdent tous en même temps. Les 46 militaires décimés, ça vous montre l'ampleur et la réalité de la guerre. Vladimir Poutine a fait un appel avec le président iranien au sujet de la Syrie. Poutine a discuté au téléphone de la situation en Syrie avec le président iranien Massoud Pezeshkian. L'accent a été mis sur l'escalade de la situation en République arabe syrienne. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, la Syrie est dirigée par Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, c'est un allié de la Russie. À un moment, l'Occident voulait le tuer carrément, parce qu'il ne respectait pas ce que l'Occident voulait. On y entrera prochainement peut-être. Mais Bachar al-Assad a reçu le soutien de Vladimir Poutine qui en avait marre de voir l'Occident s'ingérer dans les histoires des pays d'autrui et aller apporter la démocratie de force, comme ils l'ont fait en Libye et en Irak, dont Vladimir Poutine n'était pas consentant. said destroying Gaddafi was not their goal. Then why bomb his palaces? Now some officials have claimed that eliminating him was in fact their goal. Who gave them that right? Did he have a fair trial? Returning to the no-fly zone, the bombings are destroying the country's entire infrastructure. When the so-called civilized world uses all its military power against a small country, destroying what's been created by generations, I don't know if that's good. Donc c'est dans ce cadre-là que Vladimir Poutine s'était décidé de soutenir Bachar al-Assad. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, Bachar al-Assad est toujours au pouvoir. Sinon, il serait torpillé et sorti depuis très longtemps. Maintenant, il y a une force très forte des rebelles qui attaquent Bachar al-Assad. Poutine, allié à l'Iran, sont partis bombarder ces rebelles en Syrie. Et maintenant, les Iraniens ont même envoyé leurs avions de chasse pour aller faire la guerre. Et ceci, évidemment, en soutien à Bachar al-Assad. Le Kremlin affirme que les menaces de Trump contre les pays de BRICS à propos du dollar américain se retourneront contre lui. Donald Trump est déjà en train de menacer les BRICS, disant si vous essayez de créer votre monnaie à vous, ou si vous essayez de faire vos commerces sans le dollar, nous allons pas seulement vous sanctionner et vous rendre la vie très difficile. Vous savez, Donald Trump, c'est quelqu'un de pas facile. Et le Kremlin répond en disant que ça va se retourner contre vous. Alors, ceci disant, si Trump vient déjà dans cette position, puisque beaucoup de personnes pensent que Trump vient pour arrêter la guerre en Ukraine, si déjà sa position sur le BRICS est une position offensive, pensez-vous vraiment que la guerre va s'arrêter en Ukraine avec l'arrivée de Trump? Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Votre commentaire s'il vous plaît, très nécessaire. Vous êtes des gens très intelligents. God bless.